Bon, on va commencer, et puis évidemment, on pourra laisser entrer ceux qui sont encore dehors dans la queue. Donc bonjour à tous. Merci d'être là pour cette rencontre proposée par le quotidien La Croix dans le cadre des Rendez-vous de l'Histoire. Je suis très heureux de vous retrouver. J'intervenais l'année dernière pour gouverner sur les réformes et le mode de gouvernement du pape François. Et donc, comme cette année, j'ai pris la responsabilité de la rubrique sociale au service économie, je reviens donc dans le cadre du travail, puisque voilà, les rendez-vous de l'histoire me poursuivent avec leur thème, c'est très bien, je suis très heureux de revenir. Donc, pour parler cette fois-ci du travail pénitentiaire, du travail en prison. Alors, rapidement, pourquoi ce sujet ? En juin dernier, dans La Croix, on avait proposé un dossier sur ce thème sous l'angle des entreprises qui se lancent effectivement dans le système des concessions dans les prisons. Et c'était à l'occasion d'un projet de loi qui est actuellement en discussion au Parlement, qui venait d'être discuté par l'Assemblée et qui d'ailleurs a été voté en fin de semaine dernière par le Sénat et qui prévoit notamment la création d'un contrat d'emploi pénitentiaire, c'est-à-dire donc d'une véritable relation contractuelle à la fois entre le détenu, une entreprise et puis l'administration pénitentiaire qui crée des droits sociaux pour les détenus qui travaillent. On parlera de cette évolution au cours de cette table ronde. L'objectif du ministre de la Justice, c'est qu'au moins 50% des détenus aient accès au travail. Et c'est aussi, du coup, sortir de cette espèce d'image d'Épinal qui reste encore très ancrée, des détenus qui cassent des cailloux au bagne, pour montrer que le travail est aujourd'hui un véritable objet de réinsertion, puisque pour les détenus, travailler, estiment les différentes études, réduit de 43% le risque de récidive. Alors, pour discuter de ce sujet avec nous, trois invités. À ma droite, Elsa Génard, qui est la régionale de l'Étape, qui est blésoise, qui est ancienne élève de l'École normale supérieure, qui est agrégée d'histoire, qui est toute récente docteur en histoire, puisque vous avez passé en 2021 une histoire sur les interactions carcérales en France des années 10 aux années 30, et vous faites actuellement un post-doctorat au Centre d'histoire de Sciences Po, alors justement sur notre sujet, puisque c'est la reconfiguration des relations économiques en prison pendant la Grande Dépression, en comparant trois pays, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et vous nous parlerez justement de l'histoire du travail carcéral. Tout à ma gauche, Marie Goicoechea, qui est juriste, qui est à la fois spécialisée en droit pénal et pénitentiaire et en droit du travail et de la protection sociale. Donc vraiment les deux sujets qui vont nous intéresser aujourd'hui. Vous avez travaillé au pôle enquête de l'Observatoire international des prisons et depuis 2016, vous avez rejoint les services du contrôle général des lieux de privation de liberté, qui est donc une autorité indépendante qui est chargée de veiller au respect des droits fondamentaux, à la fois dans les prisons, mais aussi dans tout ce qui est centre de rétention, dès qu'on est privé de sa liberté. Et donc, avec vous, on verra un peu la réalité aujourd'hui de ce que représente le travail pénitentiaire. Et puis, juste à côté de moi, Didier Jodossus, vous êtes entrepreneur. Il y a quelques années, vous avez repris puis dirigé Watless, qui est une entreprise spécialisée dans les produits plastiques et élastomères, de protection des personnes, des bâtiments. Et il y a 4 ans, vous avez ouvert un atelier à la Maison centrale de Poissy. Et donc, vous nous raconterez cette expérience. Et puis, tous les trois, vous pourrez échanger et avec vous pour nous montrer un petit peu ce que c'est qu'aujourd'hui le travail en prison. Donc, je commence par notre historienne, puisque voilà, rendez-vous de l'histoire, donc honneur à l'historienne, qui va nous raconter un petit peu comment finalement on est passé aujourd'hui, hier, des travaux forcés à aujourd'hui un travail qui est pensé, vécu comme un lieu de réinsertion.
Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être présente dans cette table ronde avec aussi une diversité de voix. Donc je suis contente d'être l'historienne, mais je suis aussi contente qu'il y ait d'autres voix dans ce panel. Et je vais reprendre en fait le titre de cette table ronde pour y réfléchir un peu plus. Le titre est très clair. On serait passé en fait d'une conception du travail comme outil de répression à une conception du travail qui sert de réinsertion. Ça, c'est un grand récit qui a le mérite de la clarté. Et ma courte intervention invite d'abord à le détailler. De quoi s'agit-il au fond, mais aussi peut-être à le remettre en perspective en le complexifiant un peu. On va voir ce qu'on peut en dire. Car étudier le travail en prison sur la longue durée, disons sur plus de 2 siècles, puisque là je vais m'intéresser vraiment à la prison pénale, celle qui est édifiée pendant la Révolution française, on la date généralement de 1791. Il y a toute une réflexion en amont au XVIIIe siècle sur la réforme des lieux de détention. Et ce sont les révolutionnaires qui refondent l'échelle des peines en instaurant la prison comme à la fois le fondement et l'horizon des peines, la privation de liberté devenant une peine. Donc travailler sur plus de 2 siècles de travail en prison, c'est d'abord constater une profonde ambivalence ou une tension dès les origines de la prison pénale, c'est ça qui m'intéresse, entre une rationalité ou une logique disciplinaire qui caractérise ces lieux d'enfermement et aussi une logique économique. Autrement dit, entre le travail châtiment et le travail rédemption, ou entre les opportunités économiques du travail et les objectifs de réinsertion sociale. Donc je vais essayer de m'intéresser à cette tension dans l'histoire, à voir quelle forme elle a prise tout au long de l'histoire. Donc d'abord, il y a un premier moment à identifier, qui est justement la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. C'est à ce moment-là que les révolutionnaires français de la Constituante édifient la prison et font le choix, ça c'est important, c'est la chose à retenir principale, ils font le choix du travail obligatoire en prison. C'est une loi de 1791 et c'est très important de le souligner parce qu'elle reste en vigueur, cette obligation du travail, jusqu'en 1987. Donc là, vous avez déjà une première continuité assez impressionnante. Ce qui est souvent le cas en prison, vous avez une règle qui dure plus de 2 siècles. Alors, les liens entre enfermement et travail sont antérieurs à l'histoire de la prison. Vous avez beaucoup de lieux dès le XVIe et le XVIIe siècle, les hôpitaux généraux, les workhouses en Angleterre, les dépôts de mendicité, qui justement concentrent des populations, souvent des populations en fait en situation de mendicité ou de vagabondage, proches de la délinquance, ce sont des populations qu'on juge dangereuses et qu'on remet au travail. Finalement, on enferme des pauvres pour les remettre au travail. Donc il y a des formes de continuité aussi avant le XIXe siècle. La nouveauté en 1791, c'est que le travail devient consubstantiel à la peine. Alors, il y a différents types de peines. On va inventer aussi la peine des travaux forcés, donc envoyer des détenus au bagne pour y travailler. Et dans les prisons, la règle, c'est que le travail devient obligatoire. Obligatoire pour qui? Pour les condamnés. Les prévenus et les accusés, ceux qui sont en attente de jugement, ne sont pas concernés par cette obligation. C'est important parce qu'il y a quand même une grande partie de la population qui est en attente de jugement. Cette obligation n'a pas empêché des débats très intenses. On pourrait penser que du coup c'est très simple, le travail est obligatoire. En fait, toute une série de questions se sont posées et continuent d'ailleurs de se poser régulièrement pendant 2 siècles. Est-ce que c'est un travail forcé, expiatoire? Est-ce que c'est un travail volontaire à des fins d'amendement? Ça, c'est une des questions que les révolutionnaires se posent. Est-ce que le travail doit être une aggravation de la peine ou une faveur permettant de soulager le quotidien carcéral? Et c'est aussi une des grandes questions, et les théoriciens ne vont pas être d'accord sur le sens à donner au travail. Si on prend un des grands penseurs de la prison, Bentham, au XVIIIe siècle, lui considère que le travail ne doit pas être une aggravation de la peine, ça ne doit pas être un travail pénalisant, ça doit être un travail qui sert économiquement et qui sert aussi à soulager la détention. Les révolutionnaires qui travaillent le plus sur la commission de réforme du code pénal au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle font le choix d'un travail, alors je cite un des révolutionnaires, Lepelletier, qui est un des principaux acteurs de l'époque, un travail qui doit être consolateur. Donc dès les origines de la prison, on a déjà cette dimension. Le travail doit être envisagé comme un facteur de moralisation, transformer le criminel en un utile citoyen, finalement. On prête au travail cette valeur de transformation individuelle. Concrètement, comment on met en œuvre le travail en prison? Ça, c'est
une série de questions qui va continuer de se poser jusqu'à aujourd'hui. On va le voir, les questions, souvent pour la prison, ne trouvent pas de solution satisfaisante. En tout cas, beaucoup de critiques continuent d'émerger. Et dans la première moitié du 19e siècle, donc ça c'est le deuxième temps que j'essaye de montrer, ce travail va prendre la forme d'un travail à la fois productif, industriel et manufacturier. Les autorités font le choix de développer en fait des sortes de prisons manufactures. C'est pas toutes les prisons qui deviennent des prisons manufactures. Là aussi, il faut avoir à l'esprit que l'archipel pénitentiaire est composé d'une multitude de lieux, de petites prisons qui ne se prêtent pas du tout à l'organisation d'ateliers et au contraire de très grands établissements, souvent investis d'ailleurs dans des lieux des anciennes abbayes ou des anciens dépôts de mendicité, et qu'on va essayer de transformer d'un point de vue architectural pour créer des grands espaces de travail, des grands ateliers sur le mode de la manufacture. Ça, c'est tout ce qui va se passer en gros au XIXe siècle. C'est très intense pendant la première moitié du XIXe siècle. Et c'est important de souligner que la productivité recherchée dans le travail, elle n'est pas forcément évidente. Au même moment, par exemple en Angleterre, dans la première moitié du XIXe siècle, les autorités anglaises font le choix d'un travail qui serait improductif. À savoir, on fait travailler des... D'ailleurs, on peut se demander si c'est du travail, mais il y a toute une série de dispositifs, notamment ce qu'on appelle le moulin à discipline, où les prisonniers doivent alors soit pédaler avec les jambes, soit avec les bras, simplement faire tourner des roues sans rien produire. Donc là, le travail devient une fin en soi, une sorte d'outil de répression en tant que tel. En France, les réformateurs et les autorités se mettent d'accord pour que le travail produise quelque chose. Et aussi, c'est un point important, qu'il soit rémunéré. Ça, c'est aussi important parce que ça va être acté en 1817 dans les règlements. Les prisonniers vont toucher une partie du produit de leur travail dès le 19e siècle. C'est peut-être un point à distinguer avec le travail forcé dans les galères, par exemple. Là, on a affaire quand même à un travail rémunéré, même si, on va le voir, je pense qu'on va en discuter aujourd'hui, c'est une rémunération bien moindre que ce que l'on trouve sur le marché de l'emploi libre, bien sûr. Alors, le choix du travail productif et industriel répond aussi à des enjeux économiques qu'il faut avoir en tête. Et je crois que c'est vraiment intéressant aujourd'hui qu'on ait aussi un entrepreneur dans notre panel qui pourra aussi nous parler de ces enjeux-là. Supporter ou alléger les coûts de la détention, ça c'est important pour l'administration et pour l'État. Le travail doit en fait participer à financer cette institution dont on sait qu'elle est toujours en manque de financement. Et l'autre point important, notamment au début du 19e siècle, au moment aussi où se développent les manufactures. On assiste à, bien sûr, vous connaissez la révolution industrielle dans toutes ses formes, et certaines régions vont jusqu'à réclamer l'installation de prisons. C'est quelque chose qui a sans doute complètement changé aujourd'hui. Vous avez peu de territoires aujourd'hui qui réclament des prisons, mais je citerai par exemple un des préfets donc, qui écrit au ministère de l'Intérieur, donc au ministre de l'Intérieur Chaptal, au sujet de la maison centrale d'Embrun qui va être installée, et il en a beaucoup parlé avec les notables du coin, et il écrit au ministre: nous voulons vouer le crime à l'industrie. Cette maison centrale de détention constituant en fait une sorte d'opportunité économique pour un territoire qui n'a pas encore assez de manufactures. Alors c'est important parce qu'on voit que dès le 19e siècle, les acteurs du développement du travail en prison, en fait, ce sont essentiellement des entrepreneurs privés. C'est ce qui caractérise, disons, le travail en prison jusqu'à la fin du 19e siècle. Ce sont des entrepreneurs privés que l'on installe dans les prisons, donc qui répondent en fait à un appel d'offres, une adjudication du marché, et ce système s'appelle le système de l'entreprise générale. À cette époque, les entrepreneurs privés, les entrepreneurs généraux, du coup, on les appelle comme ça, obtiennent la mainmise sur toute la vie économique. Il faut à la fois organiser le travail, mais aussi tout ce qu'il y a autour, distribuer la nourriture, les vêtements. En fait, tous les circuits économiques sont dans les mains de ces entrepreneurs. Pourquoi? Parce que c'est très simple. En fait, l'État du 19e siècle n'a pas les capacités, et ne se donne pas aussi les capacités financières et organisationnelles pour prendre en charge la vie économique des prisons. Jean-Claude Vimont, un des historiens de la prison de cette époque, note que finalement, au XIXe siècle, triomphe la rationalité économique sur les ambitions moralisatrices du travail. Et vous voyez ici une tension très forte qui continue, je pense, de se jouer en partie jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a des moments quand même d'inflexion,
et la monarchie de Juillet, le tournant en fait des années 1830 et 1840, en est un. Pourquoi ? C'est une époque où les peurs sociales sont grandissantes. Vous avez toute une réflexion des réformateurs sociaux sur le paupérisme en lien avec l'urbanisation et l'industrialisation, une montée des peurs autour de ce qu'on appelle de plus en plus les classes dangereuses et une réflexion sur la répression qui devrait s'intensifier. Ça a une conséquence directe pour la prison. Un certain nombre de règlements entre 1839 et 1843 sont adoptés pour tenter de renforcer la dureté du régime pénitentiaire. Et ça va avec en fait l'affirmation d'un travail qui devrait être un châtiment. Donc là, on revient finalement à une conception beaucoup plus dure du travail. Et je citerai une circulaire du ministre de l'Intérieur Gasparin à l'époque. Il faut donc à l'avenir que le travail pèse aux condamnés comme châtiment, comme contrainte. Et pour cela, l'administration doit exiger que chacun d'eux travaille constamment, sans interruption, et autant que ses forces le lui permettent. Alors, il y a des conséquences directes. Ça veut dire que les durées de temps de travail vont s'allonger jusqu'à à peu près 14 heures par jour, un développement du travail à la tâche, une multiplication des punitions et des rémunérations qui baissent. Peut-être que je reviendrai dans la discussion sur le système de rémunération, ce qu'on appelle les dixièmes, combien de produits du travail ils peuvent toucher, mais à ce moment-là, on assiste à une baisse des rémunérations. Ça ne veut pas dire que toutes les voix sont d'accord avec ces évolutions. Et vous avez aussi au même moment des voix très critiques qui s'élèvent pour condamner finalement l'exploitation économique des ouvriers. Parmi ces voix, on en a des grandes qui portent, à savoir Tocqueville par exemple, qui considère que pour lui, le vrai problème, c'est la présence des entrepreneurs privés qui en fait appliqueraient une logique purement économique et de profitabilité à leur compte, contre finalement le sort des prisonniers, contre le sens même de la peine. Et il cite l'entreprise générale comme le vice le plus grave du système pénitentiaire. Il coûterait cher à l'État, ce système, et en plus, il empêcherait la moralisation. Il y a une courte parenthèse en 1848, c'est important peut-être de le dire, j'en dirai juste un mot, parce que c'est la seule rupture dans cette longue histoire de 2 siècles où le travail, en tant qu'obligation de la peine, a été suspendu temporairement. Pourquoi ? Vous connaissez sans doute la Révolution de 1848 qui porte des revendications populaires très fortes, des revendications sociales et aussi des revendications autour du travail. Et un certain nombre de voix, notamment du côté des travailleurs, des ouvriers et des artisans, se sont fait entendre. Pourquoi ? Parce qu'on considère ces corps de métier, plus vraiment des corps, mais ces groupes de travailleurs considèrent que le travail en prison est en train de peser sur le travail libre, c'est-à-dire de lui faire concurrence. Et donc, il y a quelques mois, donc il y a un décret de mars 1848 où on suspend l'obligation du travail, on arrête les ateliers en prison, avec cette idée qu'on va les réorganiser mieux pour éviter toute forme de concurrence avec le travail libre. Je pense qu'on reviendra peut-être dans la discussion, c'est vraiment une des dimensions importantes du travail en prison, à savoir les interférences. C'est une question qui déborde la prison. Comment la société libre accepte ou non la présence de travailleurs en prison, c'est une question importante. Ça ne va pas durer. Pourquoi ? Parce que très rapidement, les prisons sont très pleines. À chaque fois qu'il y a une révolution, généralement, ça crée un flux de prisonniers assez important. Et on se rend compte à ce moment-là, les autorités, que le travail sert en fait à gérer une population. Et les autorités prennent peur et se disent il faut remettre en fonctionnement les ateliers, il faut les occuper, ces détenus, car on est en train de perdre en fait la main sur l'ordre pénitentiaire. Et là, vous voyez une nouvelle tension qui apparaît entre un travail qui doit normalement servir le sens de la peine et un travail qui sert en fait à gérer des espaces qui sont fermés avec des populations importantes. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Je dirais que la Troisième République a souvent été présentée comme un moment de rupture ou en tout cas d'évolution vers une prison qui serait de plus en plus publique. Pourquoi ? Parce que précisément les critiques contre l'entreprise générale, cette présence des entrepreneurs privés, elle a porté, et donc le ministère de l'Intérieur, qui à l'époque est en charge des prisons, considère qu'il faut passer à un système de régie. C'est-à-dire que l'État doit assumer de plus en plus l'organisation du travail en prison. Pourquoi ? Les arguments sont multiples. Ce serait plus intéressant financièrement, même s'il y a encore beaucoup de débats à ce sujet. Et surtout, ce serait le meilleur moyen pour faire du travail un élément moralisateur de la peine.
On assiste à une vraie évolution, c'est-à-dire que la plupart des grands établissements, les maisons centrales dont je vous ai parlé, passent en régie. Mais je dirais qu'il y a quand même 2 points à avoir en tête, 2 limites importantes. D'abord, il n'y a pas de travail encore pour tout le monde et la présence des entrepreneurs privés reste importante. Les entrepreneurs privés ne sont plus les sortes de directeurs bis qu'ils ont pu être au XIXe siècle. Ils obtiennent des concessions, souvent 1 ou 2 ateliers en prison, et ils mettent au travail des groupes de prisonniers sans avoir la totalité de la vie économique à leur charge. Deuxième limite importante, c'est que dans cette transformation du travail en prison portée par le régime de la Troisième République, il y a bien sûr une limite forte, c'est-à-dire que les lois sociales qui marquent aussi ce régime, on peut penser bien sûr aux accidents du travail, la loi sur les indemnités pour les accidents du travail ne passe pas à les portes de la prison. C'est une loi par exemple qui date de 1898, il y a tout un débat dans les années 1900, est-ce qu'il faut appliquer cette loi aux prisonniers qui se blessent, qui se mutilent parfois en travaillant en prison? La réponse elle est assez rapidement donnée, non, la prison reste encore un espace à la marge du droit social et des évolutions sociales. Alors qu'est-ce qui se passe après? Je vais être très bref, surtout que je pense que vous avez aussi des spécialistes ici. L'après 45 est un moment de changement important dans les prisons, notamment parce que le directeur de l'administration pénitentiaire, Paul Amor, en 1945, qui a connu la prison pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est important, souvent les réformateurs sont des gens qui ont connu les espaces de détention juste avant, et qui développent du coup des projets de réforme. Paul Amor porte un projet de réforme et avec comme objectif de réinsertion des prisonniers. C'est intéressant de le remettre en perspective, c'est-à-dire que la réinsertion devient la rhétorique, d'ailleurs, qui continue aujourd'hui de marquer la prison, mais en fait, c'est une retraduction d'objectifs qui pouvaient exister sous d'autres termes. On appelait ça l'amendement moral au XIXe siècle. L'idée derrière, ce qui me semble important, c'est qu'il y a toujours cette idée que la prison a le pouvoir de transformer. Alors, soit moralement, soit socialement, on passe un peu d'une conception morale à une conception sociale, mais l'idée est la même, c'est-à-dire que la prison serait un vecteur de transformation. Ce que Foucault a appelé la disciplinarisation, le pouvoir de discipliner. Donc là, il y a un changement avec la réinsertion comme maître mot de la prison, donc avec quand même cette limite que pour moi c'est quand même une retraduction d'objectifs très anciens de la prison. Et autre point de discussion qui me semble important, le caractère obligatoire de la prison, du travail en prison disparaît dans les années 1980, 1987 pour être exact, mais je terminerai peut-être là-dessus, le travail continue d'être pris dans des formes de tension. Et je dirais qu'il y a en fait 3 logiques qui continuent à être à l'œuvre autour du travail en prison. D'abord, cette fonction, donc d'abord morale, puis devenue sociale, que le travail devrait permettre de resocialiser. Deuxièmement, que c'est un outil de gestion et que c'est en fait aussi un levier disciplinaire pour l'administration. Distribuer le travail, changer les détenus de poste, c'est un outil d'administration quotidien à la fois de flux de population, mais aussi de population qui parfois restent longtemps dans les murs. Et la troisième logique, c'est bien sûr les intérêts économiques. Peut-être qu'on y reviendra, faire de cet espace aussi un espace productif qui participe à des formes d'économie, mais aussi à des formes peut-être de réduction des dépenses, c'est une logique qui traverse l'histoire de la prison depuis 2 siècles et qui, je pense, est encore très actuelle aujourd'hui. Je m'arrête ici, je pense qu'il y aura plein de points à discuter à la fois avec les intervenants et avec la salle. Merci beaucoup Elsa. C'était pas facile de nous raconter cette fresque de 2 siècles en si peu de temps, donc merci beaucoup. Justement, alors, cette question de la tension finalement entre les différentes formes du travail et puis du travail aussi vécu comme, vous nous décriviez ça, comme né au milieu du 19e, le travail qui est vécu comme maintien de l'ordre dans les prisons. Quand on a préparé cette table ronde, Marie Goicoechea, vous nous disiez que finalement, ça reste encore très présent dans les centres pénitentiaires. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cette invitation. Peut-être simplement, pour commencer, vous rappelez qu'est-ce qu'est le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Peut-être que tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est. C'est une autorité administrative indépendante qui relève du budget du Premier ministre.
et qui a été créé par une loi du 30 octobre 2007, donc 20 ans après l'abolition du travail obligatoire. Donc il n'y a pas si longtemps. Son origine, c'est le rapport de Guy Canivet, un sénateur en 2000, qui préconise la nécessité d'un contrôle extérieur des établissements pénitentiaires. En 2002, la France signe le protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui enjoint en fait à chaque signataire de créer ce qu'on appelle un mécanisme national de prévention, MNP, et pour la France, le CGLPL est ce mécanisme national de prévention de la torture, des traitements inhumains et dégradants. 5 ans plus tard, avec un petit peu de délai, le CGLPL est créé. Son article 1er, l'article 1er de la loi qui le crée en 2007, pardon, je pensais qu'il y avait... Je décale. Vous m'entendez mieux? D'accord, désolé. Donc l'article 1er de la loi de 2007 précise que le CGLPL, autorité administrative indépendante, est chargée de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, donc sur décision judiciaire ou administrative. C'est important de le préciser parce que certains lieux, du coup, ne relèveront pas d'un lieu ne seront pas considérés comme un lieu de privation de liberté. Vraiment, le critère, c'est celui-là, c'est qu'une décision judiciaire ou administrative place une personne, donc contre sa volonté, dans un lieu de privation de liberté. Et donc, le CGLPL s'assure du respect de leurs droits fondamentaux. Donc ces lieux de privation de liberté, M. Sénez l'a dit tout à l'heure, donc effectivement ce sont les prisons, ce sont les hôpitaux psychiatriques qui accueillent les personnes en soins sans consentement, ce sont les centres de rétention administratifs et tout ce qui est la garde à vue, gendarmerie, police, mais aussi les geôles des palais de justice, et puis des lieux un peu par destination, c'est-à-dire qu'une femme détenue qui sera transférée à la maternité pour y accoucher, on pourra s'y rendre au titre de ce lieu de privation de liberté par destination que cette maternité deviendra. Donc il y a plusieurs types d'actions pour le CGLPL. Donc visiter ces lieux. Toute l'année, il y a à peu près en moyenne 150 visites qui sont réalisées de ces lieux-là. On essaye de visiter tous les lieux et de les revisiter, évidemment, parce que l'objectif de visiter ces lieux, c'est de faire des recommandations à partir des constats que l'on y fait et d'aller ensuite vérifier le suivi de ces recommandations, qui est un travail extrêmement fastidieux, vous vous en doutez. Autant les établissements pénitentiaires, on les a tous visités tous plusieurs fois, autant la psychiatrie, c'est énorme et on n'a que 12 ans d'exercice, donc tous ces lieux de privation de liberté n'ont pas encore été visités pour au moins une fois. Alors le deuxième levier d'action, pour connaître ces lieux, c'est recevoir les témoignages de toute personne qui aurait intérêt à nous saisir. Donc les personnes privées de liberté elles-mêmes, beaucoup les personnes détenues, en très grande majorité, leurs avocats, les associations, les familles, beaucoup aussi. Donc ça, c'est pour connaître les lieux, mais c'est aussi pour faire des enquêtes à distance auprès des autorités, demander essayer de comprendre comment fonctionnent les lieux et puis prévenir des atteintes aux droits fondamentaux sur des aspects qui sont absolument multiples, les droits fondamentaux étant à peu près tout ce qui touche à tout, de n'importe quel être humain, les droits à la santé, les liens familiaux, l'accès aux soins, voilà, c'est extrêmement divers. Et ça se cache parfois dans des tout petits détails. Plus globalement, l'activité du CGLPL, c'est aussi de publier une doctrine pour essayer de faire avancer en fait le droit de la privation de liberté. Un jour, on arrivera peut-être à écrire un droit de la privation de liberté et à en faire un cadre vraiment protecteur. C'est un travail qui est en cours. Donc pour ça, on publie des avis, des recommandations minimales au journal officiel, des rapports thématiques. Les rapports annuels sont aussi des endroits où vous pouvez trouver de l'information sur les lieux, sur les pratiques, sur comprendre qu'est-ce que c'est les lieux de privation de liberté. Des communiqués aussi, et tout ça est accessible en ligne. Voilà. Les avis, ça peut être tout un tas de sujets, ça peut être les mères détenues avec leurs enfants, ça peut être l'accès aux soins dans les centres de rétention administrative. Très récemment, on a fait un avis sur les personnes transgenres, donc voilà, vous voyez que ça peut être extrêmement divers. Alors tout ça c'est une équipe d'une 50aine de personnes, et actuellement notre contrôleur général, parce que je ne suis pas contrôleur général, je suis contrôleur de l'équipe du CGLPL. Notre contrôleur général, c'est une ancienne journaliste qui s'appelle Dominique Simoneau.
qui travaillait au Canard enchaîné et qui a aussi commencé sa carrière en fait en détention, puisqu'elle était l'équivalent de ce qu'on appelle les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation aujourd'hui, mais qui à l'époque avait un autre nom, mais c'était sensiblement ce poste-là qu'elle occupait au tout début de sa carrière. Alors, quel est le lien entre le CGLPL et le travail pénitentiaire? Vous vous en doutez, c'est quelque chose qu'on observe systématiquement au cours des visites que l'on fait ou des témoignages que l'on reçoit. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, entre 2008 et 2020, il y a eu à peu près 400 missions de contrôle des établissements pénitentiaires qui ont été réalisées. Et les questions de travail et de continuité des droits sociaux sont systématiquement étudiées pendant les missions. Alors pour ça, c'est très concret. Ce sont des équipes de contrôleurs dont je fais parfois partie. On se rend aux ateliers, on décrypte les fiches de paye, on rencontre les personnes qui sont classées au travail ou qui attendent de l'être, on rencontre les responsables du travail et de la formation professionnelle, les concessionnaires quand on a l'occasion de le faire. Donc je ne peux pas dire que le CGLPL a un recul qui est véritablement historique, et d'ailleurs c'était très intéressant d'entendre tout ce préambule historique et qui nous apprend tellement en fait qui nous pose tellement de questions sur finalement comment on en est arrivé là et parfois ces retours de l'histoire qu'on peut observer aujourd'hui. Donc vraiment je suis très contente d'avoir entendu cette présentation. Donc ce n'est pas un recul historique, mais tout de suite le CGLPL a pu déjà avoir un avis sur le travail pénitentiaire. Dès 2011, un bilan a été dressé dans son rapport annuel d'activité. C'était Jean-Marie Delarue à l'époque, qui était le premier contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui s'est passionné, comme tout un tas d'autres questions, s'est passionné pour le travail pénitentiaire et avait fait 2 développements vraiment intéressants qui étaient le premier sur les droits sociaux. Donc une liste en fait, il avait listé les droits sociaux et qui est un sujet qui n'intéressait pas grand monde encore à l'époque, et une liste aussi des formes de travail pénitentiaire et une étude vraiment poussée sur la rémunération du travail pénitentiaire. Ça a été le premier travail du CGLPL sur le travail, le premier travail sur le travail, je me répète. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous resituer les principaux constats du CGLPL et les principales recommandations du contrôle sur le travail pénitentiaire. Alors, sur les recommandations en faveur du respect des droits du travailleur, mais aussi pas uniquement du travailleur, mais aussi de l'inactif détenu, puisque il est majoritaire en détention, comme on l'aura compris. Le travailleur détenu fait partie avec beaucoup de guillemets, des privilégiés en détention. Et puis évidemment le contexte de réforme qui est très important aujourd'hui et qui va nous permettre de cibler ce qui manque encore aujourd'hui au travail pénitentiaire pour constituer réellement une activité de réinsertion. C'est un peu ambitieux, je ne sais pas si on arrivera à totalement répondre à la question aujourd'hui, mais en tout cas ça permettra d'ouvrir des pistes. Le plein emploi en prison, c'est une intention qui est évidemment théorique. Il n'y a pas d'obligation de résultat du plein emploi, mais pourtant c'est largement encouragé par les textes de plus haut niveau. Les règles pénitentiaires européennes qui le prévoient très explicitement. Le code de procédure pénale aussi, le travail en prison est quand même encadré par notre code de procédure pénale. Et l'ensemble des règles minimales des Nations Unies pour le traitement des détenus, qui invite les États membres, je cite, à leur assurer la possibilité de travailler et de participer activement à leur réadaptation et de fournir un travail productif suffisant pour les occuper pendant la durée normale d'une journée de travail. Alors c'est intéressant parce que ce que disait tout à l'heure Elsa sur les révolutionnaires là, qui pour le coup augmentaient largement la durée du travail pour non pas les occuper, mais les mobiliser au travail à titre de sanction. Là, on bascule vers autre chose, c'est-à-dire voilà, on va essayer d'occuper la population pénale et essayer de se rapprocher le plus possible d'une journée normale de travail à l'extérieur. Donc on passe d'une logique de travail forcé à une logique de travail volontaire. On n'est pas obligé de travailler, mais la personne qui souhaite travailler n'est pas soumise à une peine additionnelle actuellement. Par contre, le travail devient réellement un gage de réinsertion, une preuve d'investissement et de bonne volonté. En fait, ça va vraiment être un critère d'observation des détenus. Et sur ce détenu repose la charge d'être acteur de son parcours d'exécution de peine. Et pour être acteur de son parcours d'exécution de peine, il faut mobiliser tout ce qu'on peut en détention pour prouver que l'on s'investit dans sa peine. Et le travail fait partie des premiers leviers à mobiliser. Alors, le CGLPL en est totalement convaincu. Le travail est essentiel dans la mesure où l'activité professionnelle
soit l'activité professionnelle elle-même, soit la rémunération qu'elle permet, participent de la dignité des individus, du respect de leurs droits fondamentaux, directs ou indirects, c'est-à-dire que ça va être essentiel pour maintenir les liens familiaux, ça va être essentiel pour accéder parfois à certains appareils paramédicaux, c'est accéder à la culture, bref, c'est central. C'est un levier de préparation à la sortie, on le sait, notre société fonctionne. Alors les rendez-vous de l'histoire sur le travail en sont un exemple parfait, s'organisent autour du travail. Donc pas de travail et pas de statut de travailleur dans un projet de préparation à la sortie, c'est un frein qui est énorme. Et puis plus indirectement, le travail pénitentiaire, parce qu'on est quand même dans un contexte qui est très particulier, ça a un impact sur la durée de la peine. Quand on considère que le travail va entrer en ligne de compte dans des projets d'aménagement de peine, c'est pas rien. Accéder à un travail en détention, c'est aussi pouvoir mobiliser des leviers à présenter aux magistrats dans le cadre d'un aménagement de peine. Donc l'enjeu, il est énorme sur plein d'aspects. Et pourtant, énorme paradoxe, le travail manque et n'est accessible qu'à une très faible part de la population pénale. Pour diverses raisons, parce que depuis les années 2000, le nombre de postes de travail ne fait que décroître en détention, parce que quand on s'y penche un petit peu plus, l'accès au travail est quasiment impossible pour certaines catégories de population pénale. Les personnes qui sont en situation de handicap seront largement plus éloignées de l'activité professionnelle que les autres. Les femmes détenues, qui sont en minorité en détention, à peu près 5% de la population pénale, sont souvent cantonnées à certains postes d'entretien. Très schématiquement, en prison, le travail se divise entre des travaux d'entretien des établissements pénitentiaires, les auxiliaires du service général, et les ateliers de concession. Et c'est vrai qu'on observe que les femmes, parce qu'elles sont dans des bâtiments qui souvent sont dépourvus d'ateliers, ou qu'elles n'ont pas accès aux ateliers parce qu'il n'y a pas de mixité, très peu encore, en prison, les postes de travail vont encore être limités pour elles. Certaines catégories d'infractions, et c'est intéressant parce qu'on le voyait tout à l'heure sur les personnes qui étaient en attente de procès, qui n'étaient pas forcées de travailler, et là, aujourd'hui, l'accès au travail, c'est vrai, ne va pas prioriser, en tout cas même va empêcher certaines catégories de population pénale d'accéder à l'emploi. Donc les personnes en attente de jugement, les personnes en procédure criminelle, souvent seront discriminées d'emblée pour accéder au travail, ne seront pas prioritaires, encore une fois dans un contexte où le travail est en faible quantité, donc il va bien falloir prioriser des gens à défaut. Et puis des personnes vulnérables, je parlais des personnes transgenres tout à l'heure, qui sont souvent isolées dans des quartiers, soit quartiers d'isolement, soit qui s'isolent de fait en détention et qu'on ne retrouvera par exemple que très peu aux ateliers. Donc il y a des populations comme ça où l'accès au travail n'est pas facilité du tout. Je passe vite sur les situations de surpopulation qu'on connaît dans les quartiers maisons d'arrêt et les maisons d'arrêt de ce pays. Évidemment, la surpopulation ne s'accompagne pas d'une création d'emplois supplémentaires. Donc ce sera aussi en fonction de l'établissement où l'on se retrouve, un critère de frein à l'emploi. Et puis finalement, les établissements pénitentiaires, d'entrée de jeu, avec les structures les structures des établissements pénitentiaires organisent le sous-emploi. On rencontre souvent des concessionnaires qui nous disaient « mais si j'avais plus de place, j'embaucherais en fait plus de monde ». On l'a vu très dernièrement à la maison d'arrêt d'Osny, on avait rencontré le concessionnaire qui nous disait « moi je pourrais embaucher plus de monde, mais je n'ai pas de place ». Et donc les structures elles-mêmes finalement n'organisent pas le plein emploi. Dites-moi si c'est trop... Je continue. Donc si à l'extérieur le travail, on va le dire un peu rapidement, est la norme, en prison il fait figure vraiment totalement d'exception. Et il se mérite. Alors là je voudrais juste simplement vous lire le témoignage d'une personne qui nous est parvenue il n'y a pas très longtemps, qui nous dit « Seuls les plus performants sont appelés tous les jours. Le reste du temps, nous restons en cellule à attendre à ne rien faire et surtout sans être payés. Nous devons être prêts à 7h30, tous les matins, sans être assurés de travailler. En ce qui me concerne, j'ai choisi de travailler en atelier car c'est le seul moyen que j'ai trouvé d'avoir une cellule individuelle. Alors je me résous à accepter ce traitement pour payer mon loyer en cellule seule. » À la lecture de ce témoignage, on se rend compte que les enjeux, ils sont ailleurs aussi. Ils sont totalement sur la vie en détention. Il y a des enjeux qui ne nous viennent pas a priori. Et puis finalement, vivre en prison, c'est tout un tas d'autres paramètres en cause. Et la cellule seule, c'est un exemple intéressant.
En 2013, Jean-Marie Delarue parlait d'un travail qui gardait des relents du 19e siècle. De manière générale, une autre manière de dire que la normalisation, à savoir un rapprochement aveugle entre les conditions de travail à l'extérieur et à l'intérieur, du travail pénitentiaire et du marché de l'emploi, c'est un leurre. Qu'il s'agisse de tout un tas d'aspects du travail, la procédure de candidature et d'accès au travail qu'on appelle classement en détention est totalement différente. Les conditions matérielles de travail aussi. Alors ça, c'est extrêmement hétérogène d'un établissement à l'autre. Les établissements ne fonctionnent pas pareil, mais on continue de voir des ateliers qui fonctionnent, mais dans des conditions mais qui sont totalement indignes. Actuellement, j'ai un souvenir au centre pénitentiaire de Bordeaux. Alors, je ne dis pas que tous les établissements fonctionnent de cette manière, mais c'est vrai que quand on tombe sur un atelier comme ça, on se pose vraiment la question où les personnes qui étaient chargées de nettoyer des câbles pour reconditionner en fait des câbles de chargeurs de téléphone étaient, pour faire ce travail de tri, assis sur les cartons qui contenaient justement ces câbles. Donc c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on continue de voir dans pas mal d'établissements pénitentiaires. Sauf exception qu'on encourage évidemment, on constate quand même que le travail pénitentiaire se cantonne beaucoup à des tâches qui sont majoritairement répétitives, qui sont peu valorisables en fait à l'extérieur, et qui sont souvent d'ailleurs des tâches que l'on délocalise dans notre pays, qu'on ne fait même pas. Alors ça c'est un autre débat, mais voilà, donc qui sont peu ouvertes sur le tertiaire notamment, voilà, qui sont peu diversifiées, sauf exception, et ça c'est vrai qu'il y a des exceptions qui sont très bien, avec des beaux projets aussi qui pour le coup sont vraiment valorisables à l'extérieur. Je pense au centre de détention de Muret, un centre de numérisation d'archives, enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont très intéressantes. L'encadrement juridique de la relation de travail diffère totalement de ce qu'on peut voir à l'extérieur. C'est cette histoire d'absence totale de contrat de travail, et ce qu'on a aujourd'hui, c'est un acte d'engagement qui est évidemment bien moins protecteur que ce qu'on peut voir à l'extérieur. Pas de représentation collective, pas d'intervention de la médecine du travail, un calcul de rémunération qui est extrêmement aléatoire et qui se base sur ce qu'on appelle un seuil minimum de rémunération, qui est entre 20% et 45% du SMIC, en fonction de si on est auxiliaire, donc pour l'entretien de l'établissement, cantine, buanderie, etc., ou aux ateliers. Et là, en gros, c'est entre 20 et 45% du SMIC. Protection contre le licenciement, je mets beaucoup de guillemets, on appellera ça un déclassement en détention. Et là, vous vous en doutez, il manque beaucoup de recours, d'encadrement sur cet aspect-là, évidemment, avec un aspect disciplinaire qui est évident. Alors moi, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est les droits de la protection sociale, qui sont pour la très très grande majorité suspendus ou interrompus ou très très diminués. Donc pas de congés payés, pas de chômage, pas d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, des pensions de retraite qui se calculent sur des assiettes qui sont extrêmement faibles, donc des rémunérations très faibles, donc des pensions de retraite qui vont forcément en pâtir, parfois avec des très longues peines, et donc avec... Et là, c'est vrai que c'est pour moi très symbolique, parce que c'est vraiment une mise à distance du travailleur détenu de cet effort de solidarité nationale qui est poursuivi par la sécurité sociale. Et là, ça pose vraiment presque des questions philosophiques sur qu'est-ce qu'on met en place en détention et comment on considère les personnes qui s'y trouvent. Donc toutes ces différences, tout ça pour vous dire qu'elles éloignent vraiment le travail pénitentiaire d'une véritable activité économique, et puis des garanties aujourd'hui des plus évidentes en matière de droit social. En plus de ça, autre paradoxe, mais qui est lié à la détention elle-même, on se heurte à une relation de travail qui est évidemment bien plus déséquilibrée qu'à l'extérieur. La relation de travail est par nature déséquilibrée. En détention, c'est encore autre chose, très dissymétrique et plus complexe qu'à l'extérieur. Déjà parce que la relation de travail en prison, elle ne fait pas intervenir, elle n'est pas bipartite, elle fait intervenir beaucoup d'acteurs. Elle fait intervenir évidemment la personne détenue elle-même, l'administration pénitentiaire, le magistrat, le concessionnaire. Donc pour tout ça, il faut trouver un équilibre avec des objectifs qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Ensuite, parce qu'une partie des détenus se retrouve à être employés pour assurer l'entretien du lieu qui les enferme, ce qui peut considérer aussi un paradoxe.
Au-delà, elles sont soumises à un pouvoir disciplinaire qui dépasse largement les limites d'un employeur normal, presque un pouvoir omniscient d'un employeur qui sait tout, puisque c'est une double casquette, employeur et autorité disciplinaire. Donc, au lendemain des décisions qui avaient été rendues par le Conseil constitutionnel, parce que ça a été des décisions très importantes, très décevantes aussi, en 2013 et 2014, qui excluaient l'existence d'un contrat de travail en prison, et qui confirmait que le régime de travail appliqué aux personnes détenues était conforme à notre ordre constitutionnel, le CGLPL posait cette question. Au nom de quel principe d'exécution des peines maintenir un dispositif qui s'apparente davantage aux conditions de travail du premier âge industriel qu'à celles de la France de ce jour? Pour moi, c'est une question qui résume parfaitement la situation. Le CGLPL rappelait également son souhait que les règles communes du travail soient appliquées en prison avec... c'est pas totalement un calcage aveugle, ce serait bête de considérer ça, mais que les règles communes du travail soient appliquées en prison avec des exceptions nécessaires, mais limitées au seul maintien de la finalité des établissements pénitentiaires. En 2016, un nouvel avis est rendu par la seconde CGLPL, qui était Adeline Hazan, une magistrate, autour de 2 idées, dont recommander de nouveau l'exigence de garantir au travail pénitentiaire un encadrement protecteur et homogène, parce que c'est quand même ça aussi le problème, c'est que d'un établissement à l'autre, on peut être devant des pratiques qui sont totalement différentes. Et ensuite, élargir l'offre de travail, en quantité évidemment, et en diversité sur des formes de travail qui s'adapteraient davantage à la population pénale. Très bien. Et donc pour ça, développer d'autres manières de travailler, et notamment avec le concours de structures d'insertion par l'activité économique. On a même visité un ESAT pénitentiaire, qui a le mérite de au moins poser cette question-là, qui va devoir encore... on avait plein de recommandations à faire, évidemment. C'est rare que le CGLPL ne fasse pas de recommandations en sortant d'un établissement. Mais voilà, qui apporte vraiment qui pose la question aussi d'un public qui n'est pas toujours adapté au travail classique. Et la prison, pour ça, ne s'adapte pas, en fait, à la diversité des publics. Le travail pour son propre compte, je ne sais pas si vous le saviez, mais est prévu par le Code de procédure pénale. Mais là, c'est pareil, il y a des freins énormes. L'accès à Internet et à une protection sociale qui s'adapterait à cette activité-là constitue des freins qui sont indéniables. Le CGLPL vient de sortir un nouvel avis recommandant l'accès à Internet en détention par des outils sécurisés, évidemment, mais qui lèverait enfin des freins sur tout un pan de l'activité économique en détention. Alors cette réforme du travailleur détenu dont Nicolas nous parlait tout à l'heure répond à une partie des recommandations du contrôle. Je le détaille pas, et c'est très bien, mais il y a encore des pistes qu'il faut creuser. On ne touche pas à la rémunération. On nous parle d'un chemin de crête où le travail ne doit pas coûter plus cher qu'à l'extérieur. Le CGLPL, qui entend très souvent cet argument-là, considère, mais avec le statut du CGLPL qui a un pouvoir de recommandation et qui a ce luxe de pouvoir dire ce qu'il veut, que la prospection d'entreprise, qui est complexe car elle dépend de l'état de l'économie et du marché du travail, ne doit pas occulter l'exigence d'assurer par tout moyen une juste rémunération des travailleurs. Ce ne sont pas des vases communicants. On ne peut pas faire... le fait de ne pas trouver d'entreprise ne doit pas avoir un impact sur cette rémunération, qui d'ailleurs n'est pas respectée dans son seuil minimal posé. C'est ce qu'on voit encore dans les établissements. La question du chômage aussi pose vraiment des questions et pourrait aussi évoluer davantage. Là, il y a une avancée qui est intéressante, c'est qu'on considère que les périodes dans cette réforme, qui est pilotée par l'Agence nationale, donc l'ATIGIP, sur le travail pénitentiaire, qu'on pourrait prendre en compte le travail qui a été fait en détention pour le calculer au titre du chômage à l'extérieur. Le CGLPL s'interroge sur les possibilités qui pourraient être faites de cotiser et en cas de perte du travail à l'intérieur, en détention, de ne pas totalement perdre du jour au lendemain toute ressource en fait, notamment pour des personnes qui sont en détention pendant de longues années. Alors je vais terminer en un petit mot. C'est vrai que le travail pénitentiaire, il est à l'intersection de rapports de pouvoir doublement déséquilibrés. Le premier qui est celui de l'employeur et de l'employé.
et le second qui est celui du détenu vis-à-vis d'une administration qui est chargée qui l'incarcère et qui gère sa détention. Et c'est un rapport de force avec une personne détenue qui est toujours la partie faible, qui est trop peu compensée par le droit, ou en tout cas un droit qui est encore trop embryonnaire. Donc il est difficile d'analyser à l'aune de cette double inégalité du rapport de force quelles réformes devraient être mises en œuvre. Et justement, c'est à ce titre que je pense que d'autres disciplines devraient venir nourrir le débat, l'histoire des politistes, des spécialistes en sciences humaines, pour essayer d'aller voir un petit peu ailleurs et essayer de décloisonner un petit peu cette question-là. J'entendais hier dans une émission masterclass qui était tournée, auquel on pouvait assister hier, Dominique Méda, qui nous parlait de ces territoires zéro chômeur de longue durée et de la remobilisation au travail. Et là, vraiment, ça me faisait essayer d'essayer de comprendre qui sont les personnes détenues, quel bagage professionnel elles ont, et vraiment essayer de s'adapter davantage pour les considérer davantage dans un parcours, parce qu'elles sortiront de détention, dans un parcours professionnel. Et je pense que c'est quand même ce que la TIGIP essaye d'impulser aussi aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marie. Je me tourne du coup vers l'entrepreneur qui va nous raconter un petit peu. Donc effectivement, la TIGIP, donc cette agence qui gère le travail en prison, a lancé un label qui s'appelle PEPS, Produits en prison, avec donc des employeurs qui s'engagent sur une charte qui demande à la fois donc, de proposer un travail formateur aux détenus, de soutenir leur insertion professionnelle et puis d'assurer justement ce qu'on disait, une rémunération minimum et des conditions de travail décentes. Donc vous avez été un des premiers entrepreneurs justement à se lancer dans cette démarche. Alors, racontez-nous justement comment vous êtes arrivé là et puis comment ça a aussi changé finalement, ça a bouleversé aussi votre entreprise par certains côtés. Bonjour. Très heureux de partager ce moment avec vous tous et merci pour l'exposé historique. J'ai beaucoup appris, en même temps que vous tous, vous voyez, et plus présentement sur le contrôle général. Il y a peu de contacts transversaux entre l'industrie qui propose du travail en prison sous forme d'une concession avec un atelier et l'ensemble de l'administration pénitentiaire et je veux dire, on se trouve assez souvent surpris parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas, nous, de l'extérieur. Et ça a commencé donc en 2017. J'ai été contacté par la responsable de la prison de Poissy. C'est une maison centrale parce que c'est une prison pour longue peine. Donc ça s'appelle une maison centrale. Elle est effectivement dans une abbaye, fondée par Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis, donc il y a fort longtemps. Aujourd'hui encore en plein centre-ville de Poissy avec un projet de la délocaliser. Donc elle est très vieille, cette prison. Et elle est donc très mal adaptée au travail en prison avec des ateliers épouvantables, vraiment épouvantables, avec des rats qui courent partout. On a été très surpris. Et là, c'est la rencontre de deux mondes. Le monde du travail en 2018, qui est celui d'une PME, que j'ai eu la chance de reprendre avec d'autres actionnaires en 2016-2015. Et l'adaptation de cette vieille PME, on voulait la moderniser, c'était notre projet d'entreprise. Donc, on est habitué à toutes les lois sociales d'aujourd'hui, on les admet, on les respecte, on les met en œuvre avec plaisir. On a les inspections du travail, ça ne fait pas toujours plaisir, mais on travaille en collaboration. Et puis, cette curieuse distanciation tout d'un coup, quand on franchit les portes de la prison pour aller voir les détenus qui travaillent pour notre entreprise, là, effectivement, je reconnais tout ce que vous voyez au quotidien, et c'est votre rôle d'en rapporter les travers. J'entrevois quelques stigmates du passé encore, mais heureusement, ça a beaucoup changé. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui pour nos deux détenus, c'est un tout petit atelier, c'est qu'on a installé une presse de découpe dans la prison.
Donc l'administration est tout à fait preneur. Sur Poissy, ils ont de la place, contrairement à d'autres établissements. Donc on a la chance, ils ont de la place, ils ont choisi d'avoir une démarche active vers l'industrie. C'est comme ça qu'ils m'ont contacté. J'ai pu visiter, j'ai pu discuter. Au départ, j'avais des besoins de traduction. Donc dans le tertiaire, des emplois qualifiés. Le trafic de drogue amène beaucoup de Jamaïcains qui sont totalement bilingues, peut-être même plus à l'aise en anglais qu'en français. On m'a dit, votre catalogue de produits, puisque nous on est manufacturier de produits en caoutchouc, votre catalogue, si vous voulez le faire traduire, on peut vous le faire. Sauf qu'en prison, sur les longues peines, il faut amener un travail continu, répétitif, de façon à assurer une belle formation qui promette un job à la sortie, le même job idéalement. Or, moi, ma traduction, elle était ponctuelle. Je reprends une société où tout est en français, je veux travailler à l'export, il faut traduire en anglais, en allemand. Voilà, une fois, il y a un énorme travail de traduction et plus jamais. Donc, on n'a pas fait ce choix. Et à l'inverse, on a fait un choix industriel. Il y a une presse, l'administration m'a bien aidé pour l'amener, elle fait 550 kg, il a fallu la positionner, il a fallu la brancher en 380 volts triphasé, tout ça je ne savais pas faire, mais eux ont des électriciens. Il y a aussi, et je pense que j'ai de la chance, parce que sur Poissy, je pense que la maison centrale a un encadrement très respectueux des règles, et donc tous les ans, il y a une inspection du travail qui reprend le dossier de l'année d'avant et qui voit si les recommandations ont été mises en œuvre. Ce qui est donc plus fréquent que dans mon usine à l'extérieur, où je n'ai vu que 2 fois en 6 ans l'inspection du travail. Donc à Poissy, à tout le moins, c'est bien bordé. Dieu merci, il y en a une au moins, hein, quelques autres je pense. Ça se passe bien parce que j'ai demandé à la directrice de recruter pour moi. Je lui ai donné les modèles, elle est venue voir le travail que j'allais confier de mon usine. On a translaté complètement, un atelier complet. Donc on ne manufacture plus les produits dans l'usine à Poissy, mais dans la concession, dans la prison, hein, à 100%, sauf cas d'urgence en dépannage. Et donc, les produits, elle les a vus, elle a compris quelle dextérité il fallait, quelle habileté intellectuelle il fallait, et elle m'a trouvé 2 détenus. Et je n'ai pas voulu faire le choix, parce que d'abord, je me trompe toujours dans les recrutements, moi, je ne sais pas détecter, je ne suis pas un bon recruteur. Mais elle connaissait ces gens, et pensait donc des longues peines, et elle savait, et elle ne s'est pas trompée. Elle ne s'est pas trompée, ça m'a encouragé donc à parler de cette expérience dans des clubs d'entrepreneurs au niveau de Poissy et de sa région, à organiser des visites à l'intérieur pour les chefs d'entreprise qui éventuellement pourraient ouvrir un autre atelier, ce qui s'est fait. Donc ça a été vraiment une réussite et on est très très engagé aujourd'hui dans la réinsertion avec idéalement l'accueil du détenu au moment de son réaménagement de peine. Quand il a passé la moitié de sa peine, ce qui s'appelle la mi-peine, il peut commencer à envisager de réduire la 2e moitié avec l'accord de l'administration, pourvu qu'il ait un projet à présenter, un projet de vie après, un projet de vie quand il va sortir. Et qui de mieux que l'employeur actuel peut lui proposer une planche de réinsertion dans la vie normale, la vie libre, celle de tous les dangers, parce que la liberté, c'est aussi le danger de se laisser entraîner, le danger de la récidive. Et donc, pour travailler à la réduction de la récidive à la sortie de la prison, mais le mieux, c'est un emploi fixe, un logement, avec l'aide, un peu forcer le bras dans le dos, parce que les détenus, on n'aime pas trop leur donner des logements dans la ville, mais on a des bonnes relations avec les mairies des alentours, et on essaie toujours d'obtenir un logement social pour la libération d'un détenu qui est placé directement dans une usine. Donc c'est en fait toute la société qui se mobilise, la société, enfin la mienne, mais la société avec un S majuscule, c'est-à-dire le maire, l'adjoint au maire chargé du logement, celui pour les transports. Tout le monde se met autour de la problématique et se dit, prochainement on a un détenu qui travaille depuis plusieurs années pour Wattles, il va être libéré. Est-ce qu'on peut aider Wattles à réinsérer dans la vie professionnelle standard ce détenu? Et oui, ça a été fait déjà pour un détenu. Un autre a choisi d'aller ailleurs parce qu'il avait une autre possibilité, très bien, mais l'essentiel, c'est la réussite de la réinsertion et l'absence de récidive. Donc tout ça se
se structure de plus en plus. Il y a une volonté très très forte, très affirmée d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui a un cheval de bataille, vraiment, celui de la valorisation des droits sociaux, avec ce que vous avez évoqué, les droits au chômage, que la roue tourne pendant que le type travaille. Il faut que sa roue tourne pour qu'un jour, quand il arrivera à l'âge de la retraite, il ait au moins quelques trimestres, quelques années de validé. L'aide à la sortie, il faut savoir qu'à aujourd'hui, un détenu de moins de 25 ans qui sort de prison, il n'a aucune aide. Il n'a aucune aide. Donc il a fini son temps, il est dehors. S'il n'a pas une famille ou des amis qui ne l'ont pas oublié pour le prendre en charge, l'État ne le prend pas en charge. Il n'a même pas le minimal social qui s'appelle le RSA. Il n'a même pas le RSA parce qu'il a moins de 25 ans. Hein. Donc les plus de 25 ans, à Poissy, longue peine, égale 40 ans quand on sort. Bon, eux, ils ont le RSA, d'accord. Alors s'ils arrivent à trouver un logement, ils auront aussi l'aide au logement. Mais tout ça, c'est tellement long que très souvent, malheureusement, la récidive recommence. Et vous avez cité tout à l'heure, 43%, je crois. Voilà, on est à peu près à une chance sur 2 que le type récidive s'il n'est pas aidé. Et s'il n'a pas sa famille ou des amis pour l'aider, il faut que ce soit l'entrepreneur, il faut que ce soit la société. C'est ce à quoi on travaille collectivement. Et on sent une très très forte volonté actuellement de l'État et d'Éric Dupond-Moretti en personne pour faire avancer le débat. Et baisser la récidive, c'est aussi nous protéger, nous tous, d'actes malveillants, malheureux, de récidive. Donc c'est extrêmement louable et les entreprises sont encouragées à le faire. Une déontologie personnelle, évidemment, c'est de ne pas en profiter, évidemment. Alors ça, c'est plus dans la déontologie personnelle de celui qui décide de s'engager. Nous, on n'était pas obligés de le faire, on n'avait pas de raison économique de le faire. On l'a fait simplement parce qu'antérieurement, j'avais eu un détenu sous bracelet électronique. Alors ça, c'est une autre forme, c'est la liberté conditionnelle, je peux dire. Hein. Donc c'est quelqu'un qui vient travailler avec un bracelet électronique à la cheville, et donc ce bracelet le géolocalise constamment. Donc il y a des horaires de travail dans l'usine, et en dehors de ces horaires-là, il a 45 minutes pour rentrer dans son logement, et il doit rester dans son logement, nuit et week-end compris. Donc s'il ne le fait pas, le service pénitentiaire m'appelle immédiatement en tant qu'employeur et me dit « mais il est où ?» Des fois je dis « je ne sais pas hein. ». Il a raté son bus. Bon, 10 minutes après, tout s'arrange. Mais parce que j'avais donc tenté l'aventure avec un jeune détenu, qui avait pris 2 ans, et au bout d'1 an, mi-peine, il pouvait sortir s'il avait un employeur qui le prenait. C'est ce que j'ai fait. On a tenté l'aventure. Aujourd'hui, il est en CDI, il a eu une formation, il a un job, il travaille chez Eiffage, c'est fabuleux. Hein, c'est une belle réussite. Et ça a rassemblé l'ensemble du personnel dans notre entreprise autour de ce gamin, qui avait fait une bêtise, mais que tout le monde adoptait un peu comme une mascotte, on l'a parrainé, tout le monde le conseillait. Et finalement, tout le monde s'est soudé autour de ce projet commun de l'entreprise. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être repéré par l'administration pénitentiaire et que plus tard, on a donc ouvert un atelier de travail. Donc cet atelier, moi, si j'avais plus de travail, je pourrais augmenter la capacité de l'atelier. J'ai cette chance par rapport à la maison d'arrêt de Poissy. On a très rapidement, effectivement, en toute première salve, les entreprises labellisées PEPS, c'est-à-dire produits en prison. La première salve d'entreprises qui a obtenu le label, on était dans les 10 entreprises. Hein, on a été les tout premiers. Alors, pour obtenir ce label, il faut que la majorité de la plus-value du produit soit réellement en prison. Hein, donc, la confection, le montage, la notice de montage, nous, on est à 90 ou 95%. Hein. Donc, on fournit uniquement la matière première sortie de presse d'injection, en palette complète. Cette palette est amenée à l'intérieur de la prison et les 2 détenus vont arriver à confectionner un produit complet, labellisé, emballé, avec l'ensemble des explications pour que le monteur puisse s'en servir. Donc là, on est à 95% de la production, de la valeur ajoutée de ce produit réalisée en prison. Donc de plein droit, on avait le label PEPS. Ce label, on peut, je regrette, on ne peut pas le mettre à l'écran, mais vous tapez sur Internet et PEPS, vous allez effectivement le trouver très facilement.
produits en prison. Donc ce label, j'espère prochainement que mes propres clients accepteront que je livre les produits avec cette belle étiquette colorée, de façon à ce que ça commence à interpeller la population générale en France sur le bien fondé de faire travailler des détenus, parce que ça nous protège tous. À la fin, ils ne récidiveront pas. Et donc, on sera tous mieux protégés. Et accessoirement, on sauve une âme. Hein. Donc, c'est une chose vertueuse. Ça nous aide aussi, nous, en tant qu'entreprise, au niveau de la RSE. La RSE, c'est quelque chose qui est assez tendance en ce moment. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est, en tant qu'employeur, on a une 50aine de salariés dans notre PME, donc on fait quand même vivre une 40aine de familles, parce qu'on a des frères et sœurs ou des oncles et neveux dans l'entreprise. On a une 40aine de familles qui ont des revenus grâce à nous, donc on a un rôle social dans l'entreprise. Parfois, on doit donner une garantie financière pour pas que la personne soit exclue de son logement. Des fois, on paye le loyer à sa place. Vous voyez, c'est ça, la RSE. C'est le pouvoir qu'un chef d'entreprise a d'aider socialement autour de lui sa communauté d'employés avec bienveillance. Et l'élargissement de cette bienveillance aux détenus en leur apportant du travail en prison fait que la RSE, qui se calcule chaque année, on peut demander à avoir sur le barème, est-ce qu'on peut obtenir le label RSE? Eh bien, en deuxième année, on a effectivement été labellisé RSE parce que ça nous a amené des points. L'attitude qu'on avait vis-à-vis du travail en prison et le développement de cet atelier. Donc, ça nous aide sur d'autres plans. Je ne vous cache pas non plus, mais je ne veux pas le développer, c'est une grosse contrainte. C'est difficile à gérer. Ce sont quand même des gens qui sont très très éloignés du marché du travail. Donc quand vous embauchez un salarié libre, vous n'avez pas à lui expliquer les règles de vie en société, le respect du contremaître, le respect de l'heure de la pause, le fait qu'on ne fume pas devant une machine qui a de l'huile, etc. Mais tout ça, c'est absent de l'esprit d'un prisonnier de longue peine. Donc il faut rééduquer complètement. Donc ça prend beaucoup d'énergie. Il faut une passion pour le faire. On ne peut pas, sans conviction, consacrer autant de temps en tant que chef d'entreprise dans les soucis de profitabilité. On en a parlé tout à l'heure. La profitabilité, au bout du compte, c'est ce qui permet toujours d'aller de l'avant, de croître, d'offrir plus d'emplois, voilà, de mettre en œuvre des sécurités de l'emploi et du travail, le respect des règles qui amenuisent le danger d'accident au travail. Tout ça, c'est respecté grâce à la finance qui permet d'investir chaque année un peu plus dans le bien-être de chacun au poste de travail. Donc cette productivité, on la met un petit peu entre parenthèses à un moment donné quand on décide de s'occuper de réinsérer des gens. Mais c'est tellement beau comme objectif collectif de baisser la récidive, c'est tellement bien que si l'un des moyens c'est de se consacrer à ces prisonniers de longue peine en leur amenant un travail, ça en vaut la peine. Donc on les trouve souvent en pause quand on arrive sans moi je préviens jamais quand je vais à l'atelier et donc souvent ils sont en pause. On a une productivité beaucoup plus faible. Par contre là où je suis heureux, c'est qu'ils ont un zèle particulier parce qu'ils savent qu'ils ont le privilège de travailler, que c'est une chose que les autres détenus leur envient. Ils mettent tout leur cœur à ce que ce soit bien fait. Et ça, c'est un climat qui s'est instauré petit à petit. Au début, on avait des erreurs. Quand on récupérait les palettes de produits, on les inspectait. Et petit à petit, on a vu qu'on avait de moins en moins d'erreurs. Nos responsables qualité sont allés en prison, travailler en même temps avec les détenus, leur apprendre à bien faire les choses. Et ils ont eu toute cette bonne volonté. Donc on est récompensé en retour. Ça fait plaisir. Et il y en a un deuxième qui prévoit prochainement son aménagement de peine. À partir du moment où le juge d'application des peines dira il a un projet, et en plus, au bout du projet, il a un employeur potentiel qui se porte quasiment garant de lui trouver un logement avec l'aide de la mairie. Mais là, on est dans la pleine réussite de ce que le travail en prison devrait amener à chaque individu pour le bien-être de toute la société. Est-ce que d'autres points Peut-être passer aux questions. Je ne lançais pas une première question, puisque Elsa soulignait cette difficulté finalement du droit du travail qui est toujours finalement un petit peu en retard en prison. Là, on a cette réforme qui arrive avec un contrat d'emploi pénitentiaire.
finalement, pourquoi pas un contrat de travail? Qu'est-ce qui empêche la création d'un véritable contrat de travail? Créer un contrat de travail, ça implique d'appliquer l'entièreté du Code du travail en détention. Il y a eu beaucoup de chercheurs qui se sont posé cette question de ce calcage parfait entre l'intérieur et l'extérieur, et puis finalement, ça leur paraissait absurde. Il y a les travaux, mais alors vraiment, je vous recommande d'aller les lire, de Philippe Auvergnon sur le travail pénitentiaire. C'est absolument clair. C'est très intéressant. C'est vraiment le ponte de quiconque travaille sur le droit pénitentiaire, Philippe Auvergnon. Et lui considère que ce contrat d'emploi ce contrat de travail finalement desservirait plus qu'autre chose, en tout cas ne s'adapte pas au contexte particulier de la prison, et que c'est presque une absurdité de créer un contrat de travail. C'est pour ça qu'on est très curieux de savoir ce qui va se trouver dans ce contrat d'emploi pénitentiaire, qui n'est pas un contrat de travail. En tous les cas, finalement, peu importe la forme, tant que ce contrat d'emploi pénitentiaire permet d'accéder à toute la batterie de droits adaptés, évidemment, pour tout un tas de raisons, mais permettent simplement d'emporter les mêmes droits, finalement, à la protection sociale, à la durée du travail, à la protection contre... en tout cas, à une rémunération décente. Et c'est vrai que ça, ce contrat de travail, finalement... était trop rigide en fait à appliquer en détention, et donc là mais je ne sais même pas exactement quelle est vraiment la nature de ce contrat. Est-ce que c'est un contrat administratif? On nous parle de contrat administratif. Donc voilà, vraiment les décrets d'application sont en train d'être écrits en ce moment, et on est très curieux de savoir la mise en place concrète en fait de toutes ces annonces ministérielles sur cette question-là. Je rajouterai peut-être un point là aussi de longue durée. Et ça fait en fait beaucoup écho à ce que vous avez dit, et j'ai trouvé vos interventions passionnantes de ce point de vue-là. Je pense que Didier, vous représentez une voix qui est sans doute minoritaire aujourd'hui, en tout cas dans une opinion publique que Didier Fassin a aussi a montré à quel point elle était façonnée par une forme de populisme pénal. Et en fait, je crois qu'il y a une tendance très forte que Robert Badinter a d'ailleurs qualifié de loi d'airain, à savoir qu'il est très difficile politiquement et socialement de faire accepter l'amélioration des conditions de vie en détention. Et ce que Robert Badinter a montré, c'est que souvent dans les débats autour de la prison, revient cette idée forte qu'il ne faudrait pas que la condition d'un prisonnier soit meilleure que celle de l'ouvrier le plus pauvre, des classes populaires les plus défavorisées. C'est aussi une loi, enfin disons un principe qui a été mis en évidence par des économistes dans les années 30, Rouch et Kirchheimer, qui ont travaillé sur les liens entre marché du travail et peine, et qui montrent, donc ils l'ont appelé le principe de moindre éligibilité, éligible ici voulant dire enviable, ne pas rendre la prison enviable pour une population libre de travailleurs. À savoir qu'il ne faudrait pas, et c'est des thèmes que vous retrouvez très fréquemment, il ne faudrait pas trop de confort, il ne faudrait pas un travail trop décent par rapport à des ouvriers qui n'en trouveraient pas à l'extérieur. Et je pense que la prison, le processus de normalisation que Marie évoquait, comment rapprocher le plus possible les conditions de l'extérieur et de l'intérieur, ce principe, il bute fortement sur cette loi d'airain ou ce principe de moindre éligibilité qui continue de façonner, je pense, une grande partie de nos débats. Et je pense que la voix de Didier est importante à faire entendre parce que elle n'est pas majoritaire dans les journaux, dans les débats publics et dans les débats politiques. Et je pense que la campagne va le remontrer, la campagne présidentielle risque de le remontrer cette année. On est dans l'ambiguïté de notre société aussi vis-à-vis de la prison, entre justement cette prison qui est à la fois toujours vue comme, en tout cas la peine comme un lieu de punition, et puis le lieu de réinsertion. Quand vous disiez finalement aussi que les entreprises que vous fournissiez résistent encore, enfin se posent la question de mettre le label, c'est qu'il y a aussi cette idée de est-ce que ça ne va pas vouloir dire qu'on a un label qui dit qu'on exploite les gens en prison? Donc on est toujours dans cette tension permanente finalement de ce que notre société pense de la prison.
Oui, on est tout à fait dans la non-acceptation actuelle de la considération qu'un prisonnier, c'est aussi un homme. Il a fauté, mais il est là et il va falloir un jour vivre avec lui, à côté de lui, quand il sera libéré. Et on est dans la non-acceptation de l'amélioration de son sort, effectivement. Il y avait des questions. Monsieur, allez-y. On reformulera les questions. Sinon, je profite du micro. Il y a le micro. C'est quand même assez déprimant de lire les rapports à chaque fois de la CGLPL, parce que rien... Enfin non, ça avance, mais c'était juste un commentaire. Et concernant le travail, il y a aussi une dimension qui me paraît importante, c'est la possibilité pour le détenu de cantiner. Et c'est vrai que sinon, ça repose sur les familles. Bien souvent, il y a des détenus qui n'ont pas de famille et qui ne peuvent pas cantiner s'ils n'ont pas de travail. Et je voulais faire un lien avec le droit à la santé que vous avez évoqué. Au centre de détention de Mozac, que je connais un peu, en Dordogne, qui est une prison, un centre bain d'inter, pardon, enfin une prison bain d'inter entre guillemets. Les détenus ont des obligations de soins et il n'y a plus de psychiatre. Il n'y a plus de médecin généraliste. Et un détenu qui n'a pas accès à un psychiatre va avoir encore plus de difficultés pour pouvoir se projeter dans le travail en atelier. Donc à commencer par ça, et c'est un droit qui me paraît fondamental, qui n'est toujours pas respecté par l'administration pénitentiaire. Et peut-être avant de sauver les âmes, entre guillemets, il faut commencer par soigner les esprits des détenus. Et deuxième question historienne, je m'interroge sur la rupture 1987, même si ce n'est pas votre terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les débats qui ont abouti à cette suppression de l'obligation du travail? Et est-ce que c'est une directive européenne? Je ne sais pas. Et peut-être la juriste aussi, dans les autres États européens, est-ce qu'on peut faire un parallèle et à quel moment ça c'est? Est-ce qu'il y a d'autres États où c'est obligatoire, en Europe ou dans le monde? Enfin bon, je ne veux pas vous demander de connaître tout le droit pénitentiaire du monde, mais voilà, c'était une question sur le contexte en 87 et éventuellement un parallèle avec d'autres États. Peut-être sur la première question. Sur la première, sur l'accès aux soins? Oui. Je peux simplement vous dire que je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, c'est vrai que le lien avec le travail, il est évident. Enfin, il n'est pas évident au départ, et puis en fait, on se rend compte après que oui. C'est pour ça que je parlais de ces ESAT ensuite pour adapter un peu l'emploi. L'accès aux soins est un enjeu énorme, mais que ce soit les soins psychiatriques, psychologiques et somatiques, et l'accès aux soins spécialisés qui pâtit aussi d'un manque de spécialistes évident et de problèmes, mais là je pourrais vous en parler pendant des heures en fait, de l'accès aux soins en détention. Donc oui, et effectivement c'est ça, c'est tout le paradoxe de demander à des personnes de faire valoir des gages d'efforts, que ce soit sur les soins, que ce soit sur le remboursement des parties civiles, parce qu'on n'en a pas parlé aussi, mais le travail permet aussi de faire des versements volontaires qui sont ensuite pris en compte par le magistrat. Vous parliez de la cantine au départ. En fait, voilà, le travail, il est au cœur, mais comme il est au cœur de n'importe quel individu à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a quand même le travail n'est plus obligatoire, mais des obligations perdurent sur les personnes détenues. Effectivement, on est condamné à une peine d'emprisonnement, mais souvent, on a aussi des dommages à intérêts qui font vraiment partie de l'investissement qui sera regardé. Il y a des prélèvements qui sont systématiques sur la rémunération, sur les mandats des familles sous un certain niveau. Et en plus, des versements volontaires seront demandés à des personnes. Et j'ai d'ailleurs en souvenir des personnes qui disaient « je n'ai pas accès à l'emploi parce que je n'ai pas fait assez de versements volontaires ». Et ça se mordait la queue parce que voilà, l'argent ne se trouve pas partout. Et je suis contente que vous parliez de la cantine. Effectivement, on n'y pense pas assez parce que ça rejoint la loi des reins
que vous évoquiez, Elsa, on part avec des gros poncifs de loger, nourri, blanchi. Et en fait, la cantine, ça sert à plein de choses. Ça sert à améliorer ses conditions de vie, ça sert à cantiner un ventilateur quand c'est la canicule, ça sert à appeler sa famille en rechargeant son compte téléphonique, ça sert à acheter des denrées alimentaires quand on reçoit ses proches, quand on le peut, en unité de vie familiale. Voilà, tout ça, c'est tout ça que permet aussi le travail pénitentiaire. Voilà, je vous remercie. Alors peut-être un mot rapide sur 1987. Alors j'ai pas travaillé moi-même sur cette réforme, donc je serai assez prudente, mais je ferai peut-être un appel à thèse sur la prison de la deuxième moitié du XXe siècle, parce qu'en fait il y a très peu de choses. Moi j'ai travaillé sur la première moitié du XXe siècle. Le XXe siècle en général est finalement moins travaillé par les historiens que le XIXe siècle. Donc s'il y a des vocations d'historiens ou d'historiennes dans la salle, c'est un très beau sujet, je pense, qui mériterait amplement une étude, voire plusieurs. Je dirais simplement que la réforme de 1987, c'est l'aboutissement de plusieurs autres depuis 1945, donc avec ce programme de réforme à mort. En 1972 aussi, on efface tout élément, enfin toute référence à l'idée de peine avec celle du travail. Et en fait, 87, c'est plus entériner un état de fait, à savoir qu'il n'y a pas assez de travail déjà, parce que ça mettait aussi l'administration en porte-à-faux avec sa propre règle. Donc on enlève le caractère obligatoire. De fait, il n'y a pas assez de travail et on mobilise en fait beaucoup plus une rhétorique de projet professionnel, que le travail doit être voulu par le prisonnier, alors proposé par l'administration, mais qu'on rentre dans cette idée qui se développe beaucoup aujourd'hui, d'un projet de peine. Et je pense que c'est une manière en fait aussi pour l'administration de ne plus se mettre dans une propre contradiction et d'encourager. Donc si je relis par exemple ce qui est dit, l'organisation, les méthodes et les rémunérations de travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures, de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre, avec cette idée que c'est aussi aux détenus de réclamer et de montrer une bonne volonté au travail. Mais je serai peut-être moins précise sur les tenants et les aboutissants de 87. Cette question de l'offre de travail, aujourd'hui, il y a moins de 30% des détenus qui ont accès au travail. Donc on est quand même très loin de l'objectif des 50%. C'est aussi un des défis, c'est qu'il y ait suffisamment d'entreprises qui puissent proposer du travail en prison, finalement. Question, monsieur, là-bas ? Alors sur quoi se fonde la question la décision du Conseil constitutionnel d'accepter finalement une rupture d'égalité entre le travail en prison et les droits des personnes libres? En fait, on est dans deux contextes qui sont très différents et qui justifient tout, en fait, d'une certaine manière. On est dans deux mondes qui sont cloisonnés. Le Conseil constitutionnel n'a pas considéré qu'il y avait une rupture d'égalité, en fait, à mon sens. Il a considéré qu'il y avait
deux choses qui étaient incomparables. Et à partir du moment où il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de raison que le régime juridique appliqué aux travailleurs libres soit appliqué de la même manière aux travailleurs détenus. Mais c'était cruellement décevant. C'est un tournant qui n'a pas été pris à ce moment-là par le Conseil constitutionnel. Et sur la question de 1987, où on lève l'obligation de travail, justement parce qu'on est dans un contexte aussi de fort chômage, et puis aujourd'hui, on est plutôt dans un contexte de forte tension sur un certain nombre de métiers dans le marché du travail. Est-ce qu'il y a aussi dans l'évolution de l'approche de l'administration pénitentiaire aussi cette question-là qui est prise en compte, ou c'est plus sur une évolution des droits qui se... Je ne sais pas si je comprends bien la question. Ce que monsieur soulignait, hein, c'est qu'en 1987, au moment où justement on lève la question de l'obligation du travail en prison, on est dans un contexte de fort chômage. Mm-hmm. Aujourd'hui, on revient à justement ces objectifs de 50% de détenus, alors qu'on est aussi dans un contexte économique et d'emploi qui est beaucoup plus tendu. Mm. Est-ce que ça a un rapport, ou bien est-ce que cette évolution, elle se fait plus justement parce qu'on est aussi dans un contexte où la question des droits des personnes est plus mise en avant? Oui, je pense. Et j'espère que c'est sous l'impulsion notamment de travaux qui permettent cette affirmation de droit. J'espère que c'est ça. Effectivement, le Conseil constitutionnel, même récemment, ne s'en empare pas, mais il y a quand même des décisions petit à petit, sachant qu'en plus, le travail pénitentiaire, c'est compliqué d'avancer avec le droit parce que c'est un sujet, mais comme beaucoup de sujets pénitentiaires, qui mobilise peu de contentieux. Donc pour faire avancer le droit, il faut qu'il y ait des actions en justice, il faut que des avocats s'en saisissent, il faut qu'il y ait des décisions à haut niveau qui soient prises. Je pense à la rémunération. C'est rare que des personnes détenues fassent des recours sur des rémunérations qui sont moindres que le seuil minimum de rémunération. Mais en fait, c'est par cette porte-là que le droit avance, et c'est peut-être sous cette impulsion-là aussi qu'on essaie de faire avancer un peu les droits des personnes détenues actuellement. Ça m'étonnerait que ce soit sur le contexte économique qui est peut-être pas plus favorable qu'en 87. Alors, il est 11h moins 2, je vois qu'il y a 2 questions qui restent, donc je vais prendre madame là-haut, monsieur là, 2 questions courtes, voilà. Donc la question du travail en régie, c'est ça? Et puis, monsieur? Alors, moi, ça va être très simple, mais c'est par rapport aux grandes modifications du marché du travail. Est-ce qu'un détenu peut prendre un statut auto-entrepreneur pour réaliser potentiellement des missions de télétravail ou de saisie de données ou quoi que ce soit? Alors, très rapidement. Alors ça y est, j'ai déjà oublié la première question. C'est sur la régie. Oui, alors la régie. Alors, en même temps, pas forcément la régie, parce que là, si vous parlez de bibliothèque... Ouais, c'est plutôt le service général. Le service général, au niveau de la rémunération, on est encore en dessous de ce qui est pratiqué dans les ateliers. Donc non, le régime de travail est sensiblement le même. Hein. Il est uniforme pour quel que soit le travailleur détenu. Il n'y a pas plus d'efforts particuliers là-dessus. Après, voilà, ce cadre-là, il ne doit pas être posé par la bibliothèque qui met en place le travail. Il doit être posé tellement plus solidement par ailleurs. Sur la deuxième question, sur le travail, j'en parlais, le travail pour son propre compte est prévu par le Code de procédure pénale, mais c'est extrêmement rarissime. Et on a souvent des témoignages de personnes qui disent voilà, j'avais mon entreprise à l'extérieur, j'aimerais la continuer. En fait, moi, j'ai toujours des clients, je pourrais en fait continuer de travailler, mais l'accès à Internet étant interdit, et je parlais des régimes, le régime social des indépendants, qui d'ailleurs est en réforme, comme toutes les personnes détenues sont affiliées au régime général, être affilié au régime social des indépendants est encore un frein à lever, et ça, c'est vraiment un regret. La réforme ne l'aborde quasiment pas. Et l'auto-entrepreneuriat dans le monde du travail actuel,
il faut vraiment repenser en fait le paradigme du travail pénitentiaire et s'élargir en fait à d'autres formes du travail. C'est un leurre de penser que les personnes, une fois qu'elles sont détenues, perdent toutes leurs compétences qu'elles avaient acquises. Et puis vous parlez des longues peines, ça veut dire aussi les perdre pendant sacrément longtemps. Et là, c'est dommage, c'est une chute professionnelle. Et ces formes de travail devraient être permises et bien encadrées. Merci beaucoup. Il est 11h, donc on va arrêter là. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la Croix et vraiment pour tout ce que vous nous avez apporté. Moi, je vous donne rendez-vous à 11h30 à la Halle au Grain pour les signatures sur le stand du Salon du Livre, au stand des éditions Bayard. Voilà.